un sujet plus académique et scientifique, un peu moins sociétal, hein, donc c'est un sujet sur lequel on a, je dirais, à peu près une bonne dizaine d'années de recherche et de publication, hein, donc c'est pas mal, mais c'est aussi court finalement à l'échelle de l'histoire de l'unité. C'est une thématique, on va dire, émergente encore, le sens du travail. Et donc, depuis quelques années, quelques ouvrages ont été publiés sur la question. Alors, je fais un point bibliographique aussi, hein, parce que le sens du travail, c'est un sujet un peu complexe quand même, donc un peu technique. Donc, il faut regarder de plus près ce qui a été dit et écrit. Alors, je voudrais citer en français, hein, l'ouvrage de Caroline Arnoux-Nicolas sur le sens du travail. Et puis, j'ai fait paraître, seul ou avec des membres de mon équipe, 4 ouvrages, hein, qui traitent de ces questions de sens du travail. Donc, c'est facile à retenir, c'est 2018, 2019, 2020, 2021, il y en a un tous les ans. Et par ailleurs, si vous n'êtes pas rassasié, il y a 2 ouvrages de langue anglaise. On me disait ce matin que tout le monde dans les participants maîtrisait parfaitement l'anglais, donc j'en profite pour les citer. C'est donc Dick qui est collaborateur en 2013, et puis un très bon ouvrage de Yeoman en 2019 qui vient de l'université d'Oxford. Donc c'est vraiment une question internationale aussi, hein, c'est pas simplement franco-français, et il y a un engouement pour le sens, hein, donc clairement dans les recherches. Alors, pour pouvoir clarifier un petit peu, enfin pour moi c'est important tout d'abord de dire de quoi parle-t-on, hein, parce que sens du travail, effectivement plusieurs termes proches naviguent sur les flots, comme on dit, hein, c'est-à-dire vous avez le sens du travail, mais parfois on va dire aussi le sens au travail, le travail signifiant, le sens de l'emploi, et parfois des termes aussi connexes, travail décent, représentation du travail, centralité du travail. Vous voyez, c'est beaucoup de... Alors, est-ce que ça veut dire la même chose? Et en plus, ce qui complexifie un peu le problème, c'est que le sens du travail, ça apparaît au carrefour de plusieurs disciplines et sous-disciplines. Donc, hein, c'est la propriété de personne, hein, ça appartient à beaucoup de champs, et donc tout le monde s'empare de cette question-là. Ça, c'est très frappant. Alors, par exemple, au sein de la psychologie est bien représentée, hein, dans les travaux, dans les définitions. On a au moins quatre sous-disciplines de la psychologie qui se sont emparées sérieusement de cette question du sens du travail. La psychologie du travail, évidemment, mais aussi la psychologie de l'orientation, la psychologie positive, hein, qui considère le sens du travail comme une ressource, comme une force, et puis la psychologie existentielle qui en fait un de ces points d'attache importants. Mais on a aussi des travaux du côté de la sociologie du travail, et je pense en particulier aux travaux de Dominique Méda, hein, en France, qui a beaucoup œuvré sur cette question. Et puis ensuite, les sciences de gestion, le management, hein, qui traite du sens du travail, et bien sûr la philosophie, qui n'a pas abandonné le sens au passage. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de disciplines qui questionnent cette thématique du sens. Alors, pour parler du sens du travail, il faut d'abord parler du travail. Alors, le travail, on sait tous ce que c'est, hein, enfin à peu près, on pense savoir ce que c'est, j'espère. On le définit comme une activité professionnelle régulière et rémunérée. Voilà. Et donc, pour moi, le sens du travail, ça consiste d'abord à explorer une question, c'est à quoi ça sert de travailler. D'accord ? À quoi ça sert de travailler ? Et donc, on va essayer d'y répondre par des modèles. Alors, je vais être un petit peu plus technique dans la première partie, hein. Donc là, c'est le moment de prendre des notes. Si vous avez votre calepin, c'est le moment de le sortir. Il y a 4, à mon sens, hein, mais après, on pourrait complexifier davantage, mais il faudra me réinviter pour ça. Il y a 4 composantes, 4 thématiques, 4 approches du sens du travail qu'on appelle l'approche composentielle, l'approche processuelle, l'approche organisationnelle et l'approche d'adaptation fonctionnelle. J'espère que je ne vais pas trop vite, je vais les reprendre une à une et on va voir comment on peut comprendre le sens du travail à travers ces 4 approches avec des sources, des travaux. Là, on a quand même pas mal de données, hein. On commence à saisir un peu cette notion qui est un peu glissante. C'est un peu comme un savon, hein, le sens du travail. On l'attrape et puis ça glisse des mains, mais bon, on arrive finalement à la fixer à peu près avec ces 4 thématiques.
Donc l'approche composentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse d'abord aux dimensions du sens du travail, parce qu'en fait, sens, on l'écrit, on ne sait pas si on l'écrit au singulier ou au pluriel, au fond. En fait, c'est au pluriel qu'il faudrait l'écrire. Il y a plusieurs sens du travail. Bon. Et donc, on peut, alors vous posiez la question tout à l'heure, on peut parler du sens du travail en général, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que représente le travail pour moi? Je suis un être humain, le travail c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire sur le travail? Ça c'est le sens du travail en général. Et ensuite il y a le sens de mon travail actuel, c'est-à-dire je suis dans un emploi, et là, c'est quoi le sens du travail dans lequel je suis en ce moment? Vous voyez, c'est pas la même chose. Bon, ça c'est une première distinction qui peut être importante quand même, parce que ça permet de discuter un peu. Ensuite, il y a la proposition d'Estelle Morin. Bon, alors Estelle Morin, qui est une collègue amie d'HEC Montréal, elle distingue le sens au travail et le sens du travail. Alors, le sens au travail, c'est le contexte en fait, c'est-à-dire l'environnement, les facteurs de reconnaissance dans le travail, le lieu de travail dans lequel on est. Bon. Et le sens du travail, c'est plutôt ce que l'on fait, les activités professionnelles, leur utilité sociale. Vous voyez ? Donc l'environnement, les activités, c'est aussi une forme de distinction. Et puis ensuite, si on veut être un peu plus précis sur la modélisation, donc depuis à peu près 8 ans, 8-10 ans, plusieurs équipes ont travaillé sur la modélisation du sens du travail. Donc principalement, on pose des tas de questions qui sont choisies sur le rapport au travail après des enquêtes, on regroupe ces données, on fait des analyses factorielles, exploratoires, confirmatoires, et on identifie les dimensions du sens du travail. Alors, les premiers qui ont fait ça, ce sont les Américains, avec Michael Steger, qui est un collègue qui travaille aux États-Unis et qui a bâti un modèle du sens du travail. Et d'ailleurs, il a produit aussi un instrument psychométrique qui permet de mesurer le sens du travail, qui est un des tout premiers, qui s'appelle la WAMI. Et lui mesure 3 dimensions du sens du travail, qui sont... alors, si on veut résumer un peu la signification du travail, c'est-à-dire est-ce que mon travail a du sens? Est-ce que mon boulot a du sens? Par exemple, les questions qu'il pose, c'est du genre j'ai une bonne idée de ce qui rend mon travail signifiant. Bon, voilà, ça c'est clair. Le sens, la signification du travail. Deuxième point, l'apport du travail à la vie. C'est-à-dire, est-ce que le travail m'apporte quelque chose à moi en tant qu'être humain? C'est-à-dire, est-ce que mon travail m'aide à me comprendre, par exemple? D'accord? Troisième aspect, l'utilité sociale du travail. Ce que les anglo-saxons appellent mattering, l'utilité sociale. Est-ce que, par exemple, c'est des questions du type, le travail que j'exerce est au service d'une grande cause? Voilà. Donc, il y a ces 3 dimensions du sens qui ont été identifiées. Alors, on a, avec d'autres collègues, et notamment Caroline, Arnoux, Nicolas, on a produit aussi et étudié et validé un outil psychométrique en France qui s'appelle l'inventaire du sens du travail. Et donc, on l'a validé sur différentes populations en France. Et on a identifié à peu près les mêmes facteurs, c'est-à-dire on retrouve... grosso modo, on va dire les trois facteurs de Steger, plus un facteur supplémentaire qu'on appelle la direction du travail, qui est plus orienté vers les buts et les objectifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit, c'est un aspect du sens aussi, hein, la direction, les objectifs, est-ce qu'on voit des buts émerger, des perspectives? C'est-à-dire, mon travail peut avoir une fonction, ça peut être, je sais pas, de viser telle évolution de carrière, par exemple, telle perspective d'avenir, et donc cette dimension de la perspective future. Bon. Donc on a au moins 2 instruments qui sont disponibles avec 2 modèles. Alors ça c'est intéressant parce que voilà, quand on parle du sens du travail, on n'est pas dans le brouillard, on a des dimensions, on peut les mesurer, on peut les mettre en dialogue avec des personnes qu'on accompagne, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, dans ces modèles composentiels, on peut essayer de faire le lien entre ces dimensions de sens du travail et d'autres thématiques qu'on a l'habitude de manipuler, parce qu'en fait, on va le voir, le sens est influencé par des besoins, par des valeurs, par des traits.
Donc là, il y a plein de travaux, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, je n'ai pas assez de temps, mais par exemple, je fais des études sur la relation entre la théorie des Big Five et le sens du travail, par exemple, j'ai pas mal de données. On a des données aussi sur les valeurs, le rôle des valeurs, ça c'est très important. Et puis, il y a des dimensions spécifiques qui sont très intéressantes pour des spécialistes de l'accompagnement comme vous, qui concerne la vision qu'on a, les perspectives de carrière qu'on a. Alors, par exemple, il y a deux concepts très intéressants que les Américains appellent Gright et Calling. C'est en fait le cran et la vocation, c'est-à-dire l'idée d'avoir des perspectives professionnelles très fortes, de se dire voilà, bah, j'ai envie de consacrer ma vie, je sais pas, sauver des personnes déshéritées, ou j'ai envie de, je sais pas, je suis un passionné du papier, donc j'ai envie de, voilà, de vivre et de créer quelque chose de grand autour de la valorisation du papier, par exemple. Vous voyez, ces grandes vocations qui jouent un rôle aussi très important dans le façonnage du sens du travail. Donc voilà, je pense que sur le plan composentiel, vous en savez à peu près autant que moi. Donc c'est un premier thème important. Deuxième thème, c'est l'aspect processuel. Alors, processuel, ça veut dire comment le sens émerge, en fait, comment il se construit. Parce qu'en fait, le sens, il ne sort pas comme ça, comme un diable d'une boîte. Hein. Il émerge de situations concrètes. Alors, c'est des jeux d'acteurs dans l'entreprise, dans le travail. C'est des dialogues. C'est des décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas d'ailleurs. Hein. C'est des régulations sociales. Donc, en fait, tout ça participe à ce qu'on appelle la construction du sens. Donc, dans ce cadre-là, on va convoquer plutôt une approche constructiviste du sens, hein, ce qu'on appelle le sense-making en américain. Mais on utilise aussi le terme en français, le sense-making, la construction du sens. Donc là, il y a plein de travaux qui montrent comment ça se construit le sens à travers le dialogue. Dans une situation, par exemple, c'est un peu l'image d'Épinal, mais la machine à café, par exemple, le moment de l'échange devant la machine à café, c'est un moment où on construit du sens. Hein. Beaucoup. Si on va écouter des discours de machine à café, c'est très frappant. Et donc ce sense-making-là, il est très important parce que le sens, c'est un processus dynamique. Hein. Ce n'est pas statique, c'est figé, non, c'est dynamique. Et ça explique aussi plein de comportements, le sense-making, notamment les comportements de retrait, le turnover, etc. Et donc, on peut appliquer ça à plein de situations. Par exemple, moi, un aspect qui m'intéresse, par exemple, j'imagine vous aussi, vous vous êtes posé la question, c'est comment on arrive à construire du sens quand on exerce ce qu'on appelle je le mets entre guillemets, hein, un sale boulot. Dirty work, disent les Américains, un sale boulot. Par exemple, je sais pas, vous êtes huissier, vous devez passer votre temps à virer des familles qui sont en précarité. Vous les sortez de leur appartement. Ou bien le travail en abattoir. Vous devez passer votre vie à tuer des animaux. Ou vendeur de poudre blanche. Bon, je sais qu'il y en a dans la salle, peut-être. Hein, des vendeurs de poudre blanche. Des soldats qui tuent d'autres êtres humains. Qu'est-ce qui mérite qu'on tue un homme ou une femme? Bon. Comment se construit un système de valeurs et du sens en dépit des contraintes? Comment on peut avoir une identité au travail, ressentir de la fierté dans ces conditions? Vous voyez, ça c'est une question intéressante. Hein. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on peut voir aussi comment, à travers les discours, les gens arrivent à attribuer du sens, même quand la situation, pour beaucoup d'entre nous, peut-être, on se dirait, ben, on est en perte de sens. Quoi. Donc là, qu'est-ce qui est mobilisé? Alors, il y a plein de travaux hein, sur les sales boulots qui sont intéressants. Par exemple, ça peut être la virilité masculine qui va être mobilisée comme une valeur, un rempart, voilà, le patriotisme ou l'héroïsme ou la défense des droits. Donc, on peut toujours trouver des raisons et des processus de rationalisation. Parce qu'en fait, le sens, c'est aussi beaucoup ça. Hein, c'est aussi rationaliser. Face à l'inconcevable. L'être humain est capable de rationaliser et d'utiliser ça pour donner du sens en fait à des situations. On le fait aussi face à la maladie, hein, la rationalisation, parce que je veux dire, quand vous êtes atteint d'une maladie grave, c'est totalement absurde, pourquoi moi, etc. Donc on est obligé de rationaliser pour donner du sens à ce qui nous arrive. Hein. C'est un phénomène intrinsèquement humain. Troisième modèle, le modèle organisationnel.
Quatrième point, alors qui est un point extrêmement puissant dans toutes nos études, c'est le premier point qui ressort d'ailleurs, c'est la possibilité pour les salariés d'utiliser leurs compétences dans le travail. Ça, c'est fondamental. Vraiment, c'est le premier point à mettre en avant. Si on doit en retenir qu'un, c'est celui-là. Et ça renvoie à un besoin fondamental qui a été identifié notamment par Deci et Ryan dans leur théorie des besoins, qui est le besoin de compétences en fait. Le besoin d'avoir des compétences et de l'exprimer. Et quand on est confronté à un poste de travail, par exemple, où on a des compétences et on ne peut pas les mettre en œuvre, par exemple, je sais pas, je parle parfaitement le russe et je ne peux pas l'utiliser dans ma pratique professionnelle. Bon, si c'est juste un point périphérique, c'est peut-être pas très grave, mais si ça concerne beaucoup de compétences, de ressources que la personne a, c'est perçu souvent comme un acte irrationnel, un gâchis de ressources, et donc ça va affecter grandement le sens du travail. Donc là, je crois vraiment qu'il faut penser les missions en relation avec les compétences des personnes, quoi, et prendre le temps d'écouter quelles sont les compétences mobilisables dans l'organisation, parce que sinon le sens du travail peut être atteint et ensuite les gens ont envie de faire autre chose, de partir. Cinquième point, les moyens matériels. Alors, il ne faut pas les négliger, la question des moyens matériels, parce que alors parfois, dans certains milieux de travail, on a de faibles ressources, par exemple des machines qui ne sont pas réparées, des frais qui ne sont pas remboursés, et des procédures de gestion qui peuvent être très longues. Et donc là, il faut fluidifier parce que c'est de façon itérative et associée à d'autres phénomènes, ça affecte le sens du travail aussi, hein, c'est un facteur important. Donc, par exemple, ça veut dire des process managériaux auxquels il faut penser. Alors, c'est par exemple, je sais pas, mettre en place des procédures allégées et fluides pour commander le matériel essentiel. Par exemple, ça peut paraître assez techniquement faisable et ça va avoir une incidence sur le sens du travail, on le sait. Sixième point, l'autonomie dans le travail. Alors, l'autonomie dans le travail, il y a plein de travaux qui montrent l'importance de l'autonomie, notamment ce qu'on appelle, dans le cadre de l'empowerment, le leadership habilitant. Et on sait que l'autonomie, les êtres humains ont besoin d'autonomie, hein. C'est la même chose que le besoin de compétences, toujours Deci et Ryan, hein, donc besoin d'autonomie. Alors, d'une certaine forme d'autonomie. Donc là, on pourra peut-être en discuter plus amplement, parce que peut-être que trop d'autonomie peut être aussi destructeur que trop peu d'autonomie. Donc les choses ne sont pas forcément linéaires, hein, mais là, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les aspects de cette complexité du rapport à l'autonomie. Mais en tout cas, un peu d'autonomie, oui. Au XXIe siècle, en tout cas, les salariés ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur laisse de la latitude, etc. C'est un facteur de protection contre le stress et c'est aussi un facteur qui facilite le sens du travail. Septième point, le climat positif au travail, parce qu'on a besoin d'affiliation sociale, on a besoin de sentir appartenir à un groupe, on a besoin de ressentir un peu d'empathie au travail, et donc dans les relations avec le management, dans les relations avec les subordonnés, dans les relations avec les collègues, donc sur le plan horizontal et vertical, le climat c'est fondamental, quoi. Si vous allez au boulot et que c'est des conflits permanents, vous êtes dénigré, vous avez des tensions sans arrêt. Bon, au bout d'un moment, ça peut affecter le sens du travail, donc il ne faut pas le négliger. Et donc, par exemple, dans ce domaine-là, ce qu'on recommande, c'est la prise en compte des signaux faibles, parce qu'en fait, beaucoup de pilotage d'organisation interviennent quand quand les problèmes de conflit sont déjà très, très installés, très présents, et voilà, et c'est une question de perception de signaux faibles et de prévention en amont, en fait, sur ces questions qui peuvent dégrader le sens du travail. Enfin, huitième et dernier point, si vous avez toujours suivi, je n'ai pas les moyens de voir si vous vous êtes endormi, en fait, je n'ai pas vos vidéos, mais je sens quelques signes dans le chat qui montrent que tout le monde ne s'est pas endormi. Oui, les gens sont quand même actifs dans le chat. Oui, je Ça vois, va même être compliqué de répondre à l'ensemble des questions oui, tellement il on y a de parle l'activité. d'agriculture. Je ne suis plus du tout les questions du Vous chat. n'êtes Mais pas bon, tout ça... seul, Monsieur Bernon, ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Dernier point, c'est l'ambiguïté de rôle. Alors, l'ambiguïté de rôle, vous savez, c'est toutes ces situations où
il y a un manque de clarté dans le pilotage, par exemple la définition des fiches de poste, par exemple. Hein. Il y a des tas de gens qui ont des fiches de poste floues, qui ne savent pas à quel sens livrer. Voilà, c'est comme si vous laissiez vous livrer une machine sans manuel, quoi. Donc, les gens ont du mal à donner du sens s'ils n'ont pas suffisamment de vision de ce qu'on attend d'eux, de comment articuler leur activité avec d'autres. Parfois, il y a des superpositions, il y a des confusions, il y a des conflits. Donc, une bonne organisation du travail, c'est aussi peut-être bien évoquer, définir et partager et communiquer autour des rôles de chacun. Bon. Voilà, ça fait un peu catalogue ce que je vous dis, mais enfin en tout cas, on a identifié ces éléments comme ayant un impact sur le sens du travail, comme étant corrélés au sens du travail, et on sait que si on agit là-dessus, dans les organisations, on va modifier complètement, on modifie la donne fondamentalement sur l'impact au niveau du sens du travail, quoi. Donc le sens du travail, c'est très largement une affaire de contexte, autrement dit. Hein. Ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire d'organisation du travail, d'abord, de management. D'où la responsabilité des entreprises. Quatrième et dernier point, l'adaptation fonctionnelle. Alors, ce qui est intéressant avec le sens du travail, c'est que c'est très adaptatif. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'y intéresse et que la communauté scientifique, mais aussi le monde professionnel s'y intéresse beaucoup, parce qu'on sait qu'une perte de sens, ça peut avoir des effets assez dramatiques. Hein. Il ne faut pas le considérer de façon humoristique, hein, une perte de sens du travail, ça peut être grave. Hein. C'est très lié, c'est très lié à l'engagement au travail déjà, le sens du travail. C'est très lié aussi avec la satisfaction, l'épanouissement professionnel. Les corrélations sont très élevées. Hein. Dans les méta-analyses, par exemple, Alan et un groupe de chercheurs en 2018 ont publié une méta-analyse très intéressante sur le sens du travail. Ils montrent des corrélations extrêmement élevées. Engagement, satisfaction, mais c'est lié aussi négativement avec la mobilité, c'est-à-dire quand il y a une perte de sens du travail, les gens veulent quitter l'entreprise, donc ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, des gens qui partent, quand vous augmentez le turnover, il y a des effets sur l'organisation. C'est corrélé aussi, plus modestement, mais de façon notable, avec la performance. Donc ça, je le dis s'il y a des DRH ou des dirigeants d'entreprise dans la salle, c'est que le sens du travail, c'est pas simplement une affaire pour les philosophes ou des gens qui pensent des objets conceptuels dans leur laboratoire. S'il y a une perte de sens du travail, il y a une perte de performance. Donc là, il faut savoir ce qu'on veut, hein. C'est important. Et aussi donc une augmentation du turnover, ce qui est évidemment un problème. Alors du coup, je pense que moi je travaille avec pas mal d'entreprises, j'ai rencontré pas mal de managers, de capitaines d'industrie là ces dernières années et présenté des travaux, fait partie de groupes de travail sur ces questions-là. Je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Hein. Les entreprises s'emparent de la question du sens. Hein. Juste pour donner un exemple, HEC, qui est la première business school en France et une des premières au monde, a créé une chaire sur le sens du travail. Donc, ça montre qu'il y a une préoccupation sur le sens du travail. Et je dirais même parfois un peu trop, c'est-à-dire qu'on commence à voir émerger les premiers prémices d'une injonction au sens. Et là, je veux vous prévenir aussi sur les risques, c'est-à-dire que le sens du travail doit rester avant tout une liberté individuelle, évidemment. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui souhaite ne pas se questionner sur le sens du travail, de son travail, c'est parfaitement respectable. Enfin, de mon point de vue, hein. Après, vous pouvez partager un autre point de vue, mais pour moi, j'en ai rencontré pas mal de gens qui disent, voilà, moi, le sens j'ai pas envie de me poser la question. Je suis heureux comme ça, j'ai pas envie de travailler cette question. Donc, alors, pour différentes raisons, hein, ça peut être tout simplement parce qu'on est heureux au travail, on n'a pas envie de mettre au travail cette question parce que ça va bien. Ça peut être aussi parfois une stratégie d'esquive, hein, parce qu'il faut savoir que le sens du travail, c'est une question un peu brûlante. Hein. C'est-à-dire que quand on commence à la décortiquer, à la désosser, on va se confronter à des questions qui sont délicates, vertigineuses, ça peut être douloureux parfois, et puis parfois aussi ça peut être, vous savez, c'est comme le portrait
de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, on se confronte aussi à la laideur de l'existence, hein, dont nous ne voulons pas. Parfois, ça peut être aussi un phénomène. Donc voilà, donc le sens du travail, on l'aborde ou pas, mais je crois qu'il faut pas le considérer comme une nouvelle norme, comme on le fait un peu avec le bonheur au travail aujourd'hui. Hein. Vous savez, on a même créé dans les entreprises des postes de spécialistes du bonheur. Moi, ça me chagrinerait beaucoup qu'il y ait des spécialistes du sens qui poussent les gens à développer leur sens du travail. Chacun fait un peu comme il veut. Voilà. Alors, si je dois conclure sur si on est encore dans les temps, mais je pense qu'on est à peu près dans les temps, donc ce que je voudrais vous dire sur le sens du travail, j'espère que j'ai essayé de clarifier un petit peu, hein, en quelques mots, comment on pouvait attraper cette notion, quels étaient les courants. Je simplifie grandement, hein, parce que j'ai vu quelques réactions dans le chat, je ne peux pas aborder tous les courants, toutes les écoles de pensée, parce qu'en fait, le sens du travail, je n'ai pas abordé les théories de la motivation, la psychodynamique du travail, l'approche par les compétences, enfin on pourrait faire plein de connexions avec d'autres approches, mais je suis obligé de me limiter parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que l'erreur à ne pas commettre, c'est faut pas considérer le sens du travail comme un trait, au sens des traits de personnalité, vous savez, ces caractéristiques stables et durables. Le sens du travail, c'est pas un trait, c'est pas une compétence. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué de le définir. Moi, je dirais c'est une forme de substrat cognitif, en fait, hein, de substance cognitive qui nous permet de déclencher une réflexivité, en fait. Ce qui est intéressant avec le sens, d'ailleurs, c'est même peut-être pas le fait de l'observer que d'observer ce qu'il provoque, en fait. Et chaque fois qu'on dit voilà, le sens du travail, on va y venir après avec la troisième partie, c'est-à-dire comment on accompagne le sens. Quand on pose une question sur le sens du travail, on déclenche quelque chose qui est très intéressant, qui est ontologique, hein, c'est-à-dire que ça oblige à se poser la question quel type d'être humain je suis, quel est mon rapport au monde, quel est mon rapport au travail. Et donc là, on a des matériaux qui sont assez pertinents ensuite pour aider la personne à cheminer. Hein. Donc voilà, donc ça déclenche quelque chose. C'est pas inamovible le sens du travail. C'est un concept qui est compliqué à appréhender parce qu'il est à l'intersection en fait. Intersection entre l'individuel et le collectif. Déjà, ça c'est une premier aspect. Et deuxième aspect que j'ai pas trop développé encore pour le moment, mais c'est un aspect qui est fondamental, c'est à l'intersection des temporalités entre le passé, le présent, le futur. Voilà. Donc c'est un phénomène dynamique, le sens du travail, c'est en mouvement. Alors on peut bien sûr, quand on a dit ça, c'est pas de la vapeur, hein, pour reprendre la formule de Nietzsche à propos de l'être, il disait c'est de la vapeur. Le sens du travail, c'est pas de la vapeur. On peut aussi identifier des balises, on peut le mesurer, j'essaie de vous donner des exemples. On peut aussi faire le lien avec d'autres formes de sens. Hein. Moi je m'intéresse par exemple aussi au sens des apprentissages. Ça peut être aussi le sens d'un projet entrepreneurial, le sens de l'argent aussi. Vous êtes peut-être posé la question. C'est en lien aussi avec le travail, à quoi ça sert de gagner sa vie. Et puis le sens de la vie, bien évidemment. Je ne vais pas du tout développer cette question-là, mais on ne peut pas articuler, on peut pas parler du sens du travail sans l'articuler au sens de la vie, bien évidemment. Et donc, peut-être vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez mis dans le chat, mais c'est un point, c'est un peu un angle mort du sens du travail aujourd'hui. C'est des travaux font un peu le déni du corps. Et comme je suis assez attaché à la phénoménologie de Merleau-Ponty, je voudrais vous livrer, pour terminer, juste une petite définition de synthèse. Pour ma part, le sens du travail renvoie à la façon dont nous faisons corps avec le travail. Hein, c'est-à-dire quel rapport et quelles influences réciproques nous entretenons avec nos différents moments d'expérience professionnelle. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous êtes toujours là.
j'ai l'impression. Je vois quelques réactions. Oui, on est toujours là. C'est Et très éclairant. Merci de clarifier l'ensemble merci. de ces notions qu'on avait commencé à aborder donc dans les ateliers contributifs. Effectivement, vos propos sont quand même, enfin, sont très construits et c'est très aidant pour nous. Ça éclaire vraiment l'ensemble de nos réflexions. Il y a énormément de commentaires dans le chat, énormément de questions. Donc, c'est vrai que par rapport au temps dont on dispose, on ne pourra pas répondre à l'ensemble, évidemment, de ces questions. Tiffaine, je me tourne vers toi. Tu peux peut-être en Oui, sélectionner quelques-unes. j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors effectivement, c'est très partial parce que j'ai été obligée de faire un choix. Donc certains participants m'en voudront beaucoup. Et je parle et je vois que ça s'affiche encore. Donc personne ne dort. Non, tout le monde est bien réveillé. Donc j'ai dû faire un tri et je voudrais rebondir sur quelques mots de votre conclusion. À quoi ça sert de gagner sa vie? J'ai une question un petit peu dans le même ordre. Et gagner sa vie, ça veut dire quoi? Et c'est vrai que ça m'a interpellée. Je me suis dit, j'aimerais bien qu'on développe parce que c'est vrai que je pense que c'est à double ou triple lecture. Donc, gagner sa vie, ça veut dire quoi? Une autre question sur le lien entre l'investissement dans le métier et la notion de vocation. Parce que c'est vrai que la notion de vocation, alors la personne qui posait cette question, c'était plus sur des métiers comme médecin, agriculteur, mais ça peut faire sens sur beaucoup d'autres métiers. Donc, le lien entre sens du travail, investissement et vocation. Autre chose qui est revenue, la question du lien et notamment de l'intensité du lien entre l'utilité sociale et le sens du travail. La question de l'utilité sociale est revenue et en ayant participé à pas mal d'ateliers, la question de l'utilité sociale était récurrente. Donc, c'est vraiment quelque chose on peut dire, qui fait sens par rapport à la thématique. Trois questions, on verra si on peut en prendre une ou deux autres, mais je vous laisse déjà répondre à ces trois questions. Merci. Bon, alors elles ont le mérite d'être extrêmement larges. J'espère que j'ai au moins 2 ou 3 heures devant moi pour essayer d'y répondre. Oui. Voilà, non, c'est des questions passionnantes qui renvoient à plein de sujets en fait, enfin, qui ouvrent sur plein de ramifications possibles. Enfin, c'est aussi, je dirais, l'intérêt et la limite du sens, c'est que ça part très vite dans une approche qui ressemble à une profusion. C'est très très stimulant, mais après à un moment donné, il faut recadrer aussi parce que sinon on s'éparpille et le tirer sur les fils du sens, ça fait venir toute la plotte d'idées qui touchent à plein de sujets. Gagner sa vie ou perdre sa vie à la gagner, mais ça c'est une formule qui est très intéressante. Mais ça renvoie à une autre thématique que j'ai pas traitée aujourd'hui, c'est la question du sens de la vie, quoi. Et alors là, en lien avec la perte du travail, la perte d'emploi ou la raréfaction du travail, je sais pas si autour de cette table numérique, par exemple, tous et toutes, on s'est vraiment posé la question, c'est qu'est-ce qu'on ferait si le travail disparaissait complètement? C'est une question. Souvent, c'est une question qu'on pose dans les entretiens, mais elle est quand même super intéressante. Et j'ai vu que dans le chat aussi, certains parlaient du revenu universel, donc ça renvoie un petit peu à cette question-là, quoi. Et comment on occupe sa vie sans travail, quoi? Parce que ça prend quand même beaucoup de temps, hein. Dans les études américaines, par exemple, le travail, ça prend, je crois, 8,8 heures par jour travaillé par Américain, par exemple, hein. Donc, alors que les temps de loisirs, c'est quoi, 2 heures, 3 heures. Donc, le travail occupe une place, joue un rôle identitaire extrêmement important, nous donne de l'importance, du statut, de la valeur. Et pourquoi? Et gagner pourquoi aussi? Alors c'est dans une société qui invite beaucoup à l'accumulation, l'accumulation de richesses, l'accumulation de pouvoir, etc. Et ça nous conduit où, quoi, tout ça? Je ne crois pas qu'il y ait une réponse unique, hein. C'est une réponse plutôt propre à chacun. En tout cas, le questionnement doit nous permettre d'avancer là-dessus. Et c'est plus fondamentalement la question du sens de la vie. Moi, je pense que la question de sens du travail, il y a un moment peut-être qu'on ne se les posera plus.
du tout. Cette conférence, j'espère que vous l'avez enregistrée parce ce sera de l'archéologie bientôt. On dira, mais vous voyez, au début du XXIe siècle, il y avait des gens qui prenaient le temps de parler et d'écouter autour de questions de sens du travail. Mais peut-être, je ne sais pas, le siècle prochain, le travail aura disparu. C'est une possibilité, complètement ou en grande partie. Et donc, comment on occupe sa vie? Alors là, c'est une bonne question. Qui est absurde en fait, parce que ça, je ne sais pas si on vous a expliqué, mais à la fin, ça se termine a priori pas très très bien. Il faut que ça s'arrête, quoi. Donc, comment on occupe sa vie dans ces configurations-là, vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire gagner sa vie, vous voyez? Donc là, c'est le sens de la vie qui prend le relais. Le sens du travail s'estompe. Voilà. Donc là, il faudra me faire revenir pour que je vous parle un peu du sens de la vie. C'est un autre sujet. Un autre sujet très, très stimulant, mais qui est un enjeu, à mon avis, au moins, voire plus important que le sens du travail. Et sur lequel il faut à un moment donné s'occuper et puis aussi accompagner, parce que forcément, le sens de la vie est tapi dans l'ombre derrière le sens du travail. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre en réalité, hein. C'est très interdépendant. Deuxième sujet, la question de la vocation. Ah oui, ça c'est une question qui m'intéresse particulièrement, vraiment. Ce qu'on appelle le calling, l'appel. La vocation, étymologiquement, c'est l'appel de Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est divin. On ne peut rien faire. Voilà, on est embarqué dans une histoire qui nous échappe. Hein. Et on est aspiré par le flot et on est dirigé vers alors le souci des autres, l'envie de transmettre et l'envie de produire des beaux objets. Enfin voilà, c'est beau une belle vocation en même temps, hein, parce que c'est quelque chose qui peut être esthétiquement chouette, qui peut montrer vraiment voilà, une facette de l'humain particulièrement chatoyante, bigarrée. Voilà, c'est des belles choses, des belles réalisations, des belles paroles. Ça sublime ce que l'on peut donner aux autres et d'une certaine façon, c'est aussi on a besoin de modèles aussi, hein, tout à chacun, d'avoir des cadres de référence, de se dire, bah voilà, cet individu-là, voilà, ce qu'il a fait, il a une grande réalisation quand même quand vous regardez Simone de Beauvoir, quand vous regardez Albert Schweitzer, ou des gens même moins connus, des gens du quotidien qu'on a tous rencontrés, où on se dit, bah voilà, là, ils ont une belle vocation, ils sont allés au bout de leur vocation. Alors on essaye de comprendre ce concept-là, avec le concept de calling, par exemple, hein, qui s'est développé. C'est surtout Raoul Duffy qui a développé ça aux États-Unis. Alors, c'est un petit peu plus difficile à faire passer dans les milieux scientifiques français, parce que ça touche aussi à la question de la spiritualité, qui est une question un peu compliquée, encore plus compliquée que le sens à attraper. Mais on travaille là-dessus. Je travaille là-dessus avec mon équipe, et finalement, ça renvoie à des questions un peu fondamentales. C'est qu'est-ce qui nous anime, quoi, finalement? Qu'est-ce qui nous fait vibrer, et pourquoi on vibre parfois face à des objets, des questions, des situations, des personnes plus que d'autres. Et le défi, enfin plus particulièrement, moi, ce qui m'anime avant tout, c'est de me dire au fond comment on peut susciter aussi des vocations, parce que je ne crois pas trop, j'ai pas une vision déterministe du monde, donc je ne crois pas qu'il y ait des gènes ou qu'il y ait des situations sociales qui nous emprisonnent ad vitam aeternam dans un mode de fonctionnement. Je crois qu'on peut aussi créer l'étincelle. Et on sait très bien, on a tous ces exemples de rencontres qui peuvent parfois changer complètement le monde, qui peuvent changer la face des choses, qui peuvent changer notre rapport aux individus et donc et à nos projets. Et donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment on peut arriver à créer ou à susciter ou à mettre des personnes dans des conditions qui vont permettre le développement de ces vocations. C'est une vieille question, hein, de la psychologie de l'orientation et de l'orientation tout au long de la vie, qui était inscrite dans des problématiques de développement vocationnel, notamment avec la DVP. Enfin, vous connaissez tout ça très bien. Mais je ne crois pas qu'on soit allé vraiment pleinement jusqu'au bout des choses, et je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour comprendre les mécanismes et les ressorts qui empêchent de développer ces vocations et qui permettent de lutter contre l'ennui, parce que
Je pense que c'est vraiment une difficulté pour beaucoup d'individus de ne pas d'avoir le sentiment de ne pas avoir sa place en fait dans la société, et de ne pas ressentir cette étincelle finalement qu'on a la possibilité de ressentir quand cette vocation s'exprime. Donc je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de méthodes à inventer, beaucoup d'imagination à convoquer pour développer ces vocations. Dernier point, alors l'utilité sociale, bah oui, c'est une dimension du sens du travail en fait. Donc c'est une dimension qu'on mesure, c'est une dimension du sens du travail, c'est une dimension du sens de la vie aussi, le mattering, l'utilité sociale, le sentiment que ce qu'on fait apporte une contribution aux autres. C'est surtout aux autres. Ça peut être au monde aussi, mais bon, le monde, c'est les autres, puisqu'en fait, le monde, on est un monde d'humains, on n'est pas un monde de rochers, d'après mes informations. Donc, c'est forcément une utilité sociale. Cette dimension-là, elle est très présente dans toutes les études, elle est très puissante, elle est très importante. On est des êtres sociaux, donc voilà, donc on vit avec les autres, on vit par les autres, on vit avec le regard des autres. Donc ça, il faut pas le négliger, l'oublier. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises, peut-être de façon un peu subliminale, mais le sens, c'est une construction sociale d'abord. Il n'y a pas de sens sans les autres. Bon, même si on peut se poser des questions des situations extrêmes et contradictoires par rapport à ce que je dis. Moi, je m'intéresse par exemple à comment vivre le sens du travail, par exemple, chez les anachorètes, par exemple. Les gens qui passent leur temps à prier et qui ne voient personne, par exemple. Donc, il y a des contre-exemples qui peuvent être donnés, mais on est plutôt dans des situations extrêmes. Dans la plupart des cas, le sens se construit, s'élabore, se régule, se définit par les rapports sociaux. Et donc, on a besoin d'utilité sociale. Et c'est clair que... Donc, de voir les conséquences du travail. Par exemple, dans les milieux professionnels, il y a beaucoup de problèmes de sens qui sont liés tout simplement au fait qu'on n'a pas de contact, par exemple, avec le client. On n'a jamais vu un client. On travaille dans un service de production, donc on fabrique des objets ou dans un service après-vente, puis on ne voit pas le client. Alors de plus en plus aujourd'hui, parce que ça coûte cher de voir le client, donc on va limiter les contacts. Mais c'est extrêmement important de voir les clients, de dialoguer avec eux, de comprendre leurs besoins, de voir leurs réactions par rapport à la fabrication d'un produit. Ça donne beaucoup de sens, en fait. Ça donne de la reconnaissance, ça noue un contact, ça permet d'avoir une vision unifiée du monde. On a besoin de ça en tant qu'être humain. Donc, il faut comprendre comment les gens marchent, quoi. Une fois qu'on a compris ça, on peut faciliter le développement du sens et ça a évidemment plein de répercussions positives.